Depuis le 30 juillet dernier, nous vivons de notre chair les sanctions d'une ampleur sans précédent prises contre notre pays, le Niger, et son peuple suite aux événements du 26 juillet 2023. En outre, ces sanctions vont jusqu'à priver délibérément nos laborieuses populations de tout approvisionnement en produits alimentaires et pharmaceutiques. Finalement, comme s'il y avait un plan visant le démantèlement de notre pays, la CEDEAO s'apprête à agresser le Niger en mettant sur pied une armée d'occupation en complicité avec une puissance qui est étrangère à notre espace communautaire et à notre continent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de nouveau sur le Goûter panafricain, la chaîne de l'Afrique avec sa diaspora sur le panafricanisme. Alors aujourd'hui, on va avancer sur la situation au Niger car il y a beaucoup de points de vue à éclaircir sur ce pays. Forcément, je suis accompagné de plusieurs intervenants ce soir. On a l'invité mystère qui est de moins en moins mystère. On arrive un peu à discerner son visage. C'est notre voix féminine, c'est Hachetsou. Comment tu vas, Hachetsou? Oui, alors bonjour Thomas. Bah écoute, je vais reprendre un petit peu ce que tu viens de dire. Il y a au moins une chose que l'on sait, c'est que j'ai une voix féminine. Exactement. Bonjour à toi, merci encore. Une très jolie voix féminine et juste à côté, c'est l'Égyptien, le pharaon de l'équipe, c'est Aton. Comment tu vas, Aton? Moi, c'est Otep à tous, où vous soyez sur Internet. Encore une fois, un grand Otep à Hachetsou et un grand Otep à toi, Thomas. Et okay. Puis, que le cœur et l'amour soient dans tous les cœurs aujourd'hui, parce qu'on en aura besoin. Oui, j'ai oublié de dire bonjour, excuse-moi, j'ai oublié de dire bonjour à Aton, c'est vrai, notre pharaon, qui est là avec nous. Salut! Merci à vous, merci aux abonnés qui nous regardent. Tout dépendra du jour où vous allez nous regarder, mais forcément, ça va beaucoup évoluer au niveau du Niger. Mais là, aujourd'hui, le dimanche, on est quoi, le dimanche 20 août, on va résumer la situation qui depuis quelques semaines. Donc, j'ai mis le Niger, foutez-leur la paix parce qu'ils en ont vraiment besoin, le Niger, ils ont vraiment besoin qu'on les laisse tranquilles, mais ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Situation récente du Niger. Donc, l'ancien président Bazoum est toujours maintenu, toujours détenu par les militaires. Et il y a la délégation de la CEDEAO qui a proféré des menaces envers le Niger. Et ça a alimenté beaucoup de débats qu'on voit sur Internet. Est-ce que vous voyez, il va y avoir une intervention militaire? Est-ce qu'il va y avoir des sanctions? Pour l'instant, c'est beaucoup des sanctions, j'ai envie de dire, économiques et aussi vicieuses parce que il y a eu tout récemment, le Niger a été privé d'électricité. Ça, c'est limite illégal. Donc voilà, ça pour l'instant, c'est la situation actuelle. Il n'y a toujours pas d'intervention militaire, mais la CEDEAO annonce que ça devrait bientôt arriver. Il y a eu quelques membres de la CEDEAO qui se sont illustrés et j'ai envie de faire un focus sur un en particulier. C'est le président de la Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, qui lui-même, il a fait une intervention disant qu'il était favorable à ce que la CEDEAO emploie la force militaire envers le Niger. Et on se pose toujours la question de pourquoi il a fait ça, pourquoi il a pris ce rôle de porte-parole de la CEDEAO. Et vous allez me donner votre avis sur ce qu'il vient de faire, mais ça, selon l'opinion publique, ça lui a vraiment porté discrédit. Mais déjà, il n'avait pas une super bonne réputation, mais là, il passe pour un traître aux yeux des Africains. Donc ça, c'est très important. Et forcément, il y a l'Union européenne, notamment représentée par le président du Conseil européen, Charles Michel, qui est avec la CEDEAO. Donc l'Europe apporte son soutien total à la CEDEAO, même s'il y a une intervention militaire. L'Europe va soutenir la CEDEAO, donc ça nous étonne pas beaucoup. Et petite nouvelle là qu'on vient d'avoir récemment, donc il y a le général Tiani, celui qui est à la tête actuellement du gouvernement du Niger. Il a fait une allocution, il a fait un discours où il disait qu'il dénonçait déjà les mesures drastiques, illégales qu'a prises la CEDEAO. Il se dit par contre ouvert au dialogue pour l'amélioration de son pays. Donc voilà, on a vu que c'était une personne qui n'était pas fermée non plus. Lui, ce qu'il veut, c'est que le Niger s'en sorte. Et voilà, il est intelligent, il sait qu'il a besoin de tisser des liens. Donc il a prononcé qu'il pouvait être ouvert au dialogue. Et par contre, il maintient toujours sa position de pouvoir et ne cède pas face aux menaces. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, il y a quelques heures, c'est que la CEDEAO a été reçue par le gouvernement du Niger. Donc c'est une délégation de la CEDEAO qui a été reçue à Niamey. Pour rencontrer l'ancien président Mohamed Bazoum. C'est peut-être l'ouverture vers des négociations. Et on va arriver tout simplement avec ce que vient avec ce premier fait. Et je vais vous poser la première question. Les généraux du Niger viennent de recevoir la délégation de la CEDEAO. Est-ce un signe d'ouverture vers une négociation? Je vais laisser Hachetsou de la voix féminine répondre et ensuite à Aton pour continuer sur ce débat. Est-ce que c'est quelque chose de positif?
Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de positif, mais la manière dont la CEDEAO prend la situation en main n'augure rien de vraiment apaisé. Jusqu'à présent, les militaires, les généraux donc qui ont renversé Bazoum n'ont pas tué qui que ce soit, sont ouverts et l'ont affirmé dès le début, ouverts à toute négociation, sauf effectivement sur des fondamentaux, notamment la souveraineté donc du Niger qui doit être maintenue. Ils ont, ça c'est important à savoir, fermé l'espace aérien donc de leur pays pour éviter justement toute incursion et de forces étrangères pour en vue donc de libérer Bazoum. Il faut savoir qu'il y a quand même une menace qui est réelle. Il y a un pays étranger donc d'après le président donc le général donc à la tête donc du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, il précise bien que éventuellement il est nécessaire de prendre donc des mesures assez fortes pour éviter justement que leur pays soit attaqué, puisque c'est une période un peu fragile. On le comprend, puisque pour un certain nombre d'institutions européennes, leur intention, c'est d'agir vite. Pourquoi agir vite? C'est pour empêcher justement que s'installent de nouveau des hommes à la tête donc du pouvoir, qui auront pour mission, puisqu'il faut le savoir, ils sont portés par la population à 100%. On le voit aujourd'hui, il y a énormément de communautés religieuses qui souscrivent justement au renversement donc de Bazoum. Ce qu'il va être important donc pour les généraux, c'est justement de mettre en place et de renégocier un certain nombre de contrats. Alors, il faut savoir qu'il y a notamment le grand projet de gazoduc qui doit alimenter l'Europe via l'Algérie. Donc ça, c'est un des premiers contrats. L'Algérie est partie prenante, le Nigeria est partie prenante donc dans l'affaire. Il y a la question donc des bases militaires et notamment les contrats de protection qui ont été signés par la France et qui font partie donc des 11 d'un certain nombre de contrats que l'on dit aujourd'hui des contrats hérités donc du colonialisme. Et il y a notamment la question donc des prêts qui sont octroyés donc au Niger sous la houlette donc de Bazoum. Donc toutes ces questions font que aujourd'hui le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a effectivement pèse sur ses épaules des enjeux assez forts. Et malgré ces enjeux, le général Tiani garde la tête froide. Il ne s'emballe pas. Il ne fait pas des déclarations intempestives comme on pourrait s'y attendre, comme pourraient s'y attendre les partis adverses. À l'image un peu du Mali, du général, du maréchal, du chef donc Assimi Goïta. Exactement pareil pour le Burkina et pour la Guinée-Conakry. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quand même des généraux qui ont comme souci premier, et ça on va en discuter, leur population. J'ai regardé beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, sur Internet, et la plupart sont unanimes. La CEDEAO a agi de manière inappropriée. Si elle pouvait mettre des sanctions, ça aurait pu être fait de manière beaucoup plus souple, des sanctions l'une après l'autre, par exemple. Mais là, elle a jeté toutes les cartes d'entrée de jeu. Je voulais avoir ton avis, toi aussi, Aton. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là de négociation? Est-ce que tu penses que ça va aller dans le bon sens pour le Niger? Ou est-ce que tu penses que c'est juste gagner du temps et de... Je sais pas qui a programmé ça, comment ça a été programmé, mais on sent que l'orchestre est bien rodé, quoi. On l'a vu au Mali, au départ au Mali, on comprenait pas trop ce qui se passait, on était tous en soutien, la population faisait bouclier, et c'est les mêmes événements qui se produisent. Actuellement, dans ce pays-là, on a l'impression que c'est la même méthode, le même système et les mêmes choses qui sont reproduites ici, qui fonctionnent. Qu'est-ce que tu veux dire la même chose, même système? Est-ce que tu peux dire si on regarde bien ce qui s'est passé en Guinée, c'est la même chose. Si on regarde bien ce qui s'est passé au Mali, c'est la même chose. Si on regarde bien ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est la même méthode, même chose, même vision. Personne n'est dupe. Et on a tous des lunettes et on a vu les mêmes méthodes, à savoir un lundi, les généraux prennent le pouvoir et du gouvernement, reprennent les rênes et font exactement les mêmes méthodes, protection du peuple. Et donc ça donne vraiment des revendications qui nous étonnent vu d'ici, mais c'est les mêmes méthodes. Et après moi je me pose la question, est-ce que ces offensives-là militaires pour libérer soi-disant l'Afrique n'étaient pas prévues d'avance par des gens qui avaient déjà orchestré ça bien en amont? À savoir qu'on voit des méthodes et tous les gens ont l'air d'être surpris, mais est-ce que la surprise n'était pas vraiment programmée d'avance? Bon, concernant Bazoum, c'est vrai que c'est une personne qui a été élue par le peuple, etc.
Mais c'est vrai qu'on vient dans des zones et dans des pays les plus pauvres de la planète. Dans ces zones-là, c'est là où il pleut très peu et qu'il y a très peu de moyens. Mais tout ça pour dire que ces zones-là méritent plus qu'il n'en faut aujourd'hui. Elles ne peuvent plus continuer comme ça vu l'avantage, l'inconvénient terroriste qu'il y a sur ces territoires-là. Et donc, il y a quelqu'un qui, pour moi, tourne les manettes et qui fait exactement des méthodes. On ne sait pas où ça va mener, mais on voit un petit peu le bout du tunnel. C'est qu'à la fin, le peuple sera gagnant et ces régions-là, je l'espère, vont s'en sortir un peu mieux sans la domination de la France. C'est inconcevable que des territoires aussi immenses puissent être encore sous le joug colonial français. Et c'est bien, ça montre en lumière ce qui se passe dans le monde entier, que la France aujourd'hui, le gouvernement français, je ne veux pas dire la France parce que c'est le gouvernement français qui fait ça, continuait en tout cas ses dominations coloniales sur certains pays. Et dans ce faisceau-là, il y a encore des marionnettes au pouvoir qui pensent qu'ils sont encore des gouverneurs de région, quoi, comme des Alassane Ouattara qui font vraiment ridicule aux yeux du monde, quoi, puisque c'est des choses qui les dépassent. Alors, je veux juste revenir sur ce que tu viens de dire. J'avais l'impression que tu voulais dire que c'est tout le temps la même chose. Il y a un coup d'État, il y a un chef militaire qui arrive au pouvoir. Et t'as dit que c'est comme si il y avait quelqu'un qui tirait les ficelles, qui était aux manettes qui gérait un peu le scénario comme si c'était quelque chose de prévu d'avance. Pour toi, ça serait qui serait aux manettes de ce scénario machiavélique un peu? Pour moi, il y aurait l'acteur le plus privilégié qui serait tout de suite visé, c'est tout de suite la Chine et la Russie, qui seraient des bons sauveurs pour ces territoires. Mais moi, je vais encore plus loin. Je pense que c'est plutôt les BRICS qui sont aux manettes de ces modifications-là. On n'oublie pas ce que sont les BRICS, hein, c'est le Brésil, la Russie, comment s'appelle, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Bien sûr, il y aura le Ghana qui va rentrer dedans, etc. En tout cas, c'est des grandes puissances alternatives qui ont très très bien compris où situaient les avantages du monde aujourd'hui. Elles se situent en Afrique. Et s'ils veulent, ces BRICS, être les forts de demain, il faut que les matières premières soient assurées pour eux. Et de ce fait, il y a bien des gens qui dirigent ces alternatives-là et qui sont montés aujourd'hui dans les territoires français qui sont vraiment dépassés pour moi, quoi. Alors les BRICS, effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est de mutualiser les moyens financiers, intellectuels, voilà, au niveau donc du potentiel humain, etc., qui sont les leurs, qui permettent effectivement de mettre en avant le fait qu'ils pèsent 40%. Ça, je le dis bien, donc de la richesse au niveau mondial, ce qui est pas mal. Donc, ça veut dire tout simplement que les BRICS ont en partie, je le dis bien en partie, à mettre en avant et ont intérêt à mettre en avant un certain nombre d'avantages que représente l'adhésion aux côtés donc des puissances que sont la Chine, comme vient de dire Aton, la Chine, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Russie, qui sont quand même des acteurs économiques de poids, de voir à graviter autour d'eux donc des pays qui ont énormément de difficultés, qui sont empêtrés donc dans des dettes à n'en plus finir, de voir justement que ce potentiel-là va être dirigé vers ces pays-là pour que justement ils puissent monter en puissance par rapport justement à des acteurs qui jusqu'à présent dominent l'économie mondiale. Parce que de quoi il s'agit? On ne peut pas aujourd'hui parler de développement si on ne parle pas d'économie. C'est-à-dire que c'est un pilier fondamental en plus donc de la culture avec d'autres différents paramètres. La culture reste un pilier fondamental pour les nations, pour pouvoir que les populations en général puissent avoir un plaisir à exister, un plaisir à œuvrer pour leur futur, pour les générations qui naissent dans les différents pays du continent. Donc, il n'est pas concevable aujourd'hui au XXIe siècle, lorsque l'on voit que des institutions internationales, européennes, américaines, ont des perspectives à longue échéance, que des pays comme les BRICS, qui font partie des BRICS, n'aient pas comme ambition, justement, de redéfinir les grandes orientations qui ont été jusqu'à présent et depuis la Seconde Guerre mondiale instituées, enquistées dans l'économie, dans les économies du continent. Donc aujourd'hui, la question c'est les pays africains ont tout intérêt à demander leur adhésion aux BRICS pour pouvoir avoir une voix qui compte
pour l'avenir. Ouais, et c'est vrai que c'est beau ce que tu dis, mais je pensais, là, ça vient de me venir à l'esprit. Est-ce que ça serait pas mieux que les pays africains créent leur propre BRICS, en fait? Leur propre groupe, intracommunautaire, et ils ont suffisamment de richesses, ils ont l'armée. Ça devrait être ça, en fait. Il devrait avoir cette union africaine. Sauf que, cette union qu'on voit avec la CEDEAO, c'est pas le cas. C'est des coups bas, comme tu viens de le dire, c'est les toutous des puissances occidentales. Comment ça se fait que cette union, elle n'y arrive pas en Afrique, alors que c'est pourtant clair, en fait? Je vais laisser la parole à Aton, parce que lui, il parlait tout à l'heure d'Alassane Ouattara. Et tu reviendras là-dessus tout de suite. Et moi, je vais vous lancer sur la prochaine question, notamment sur la CEDEAO. Après cette semaine chargée, quel est votre point de vue sur cette CEDEAO? La CEDEAO, normalement, ça devrait être les nouveaux BRICS, mais en africain. La CEDEAO, qu'est-ce que tu en as pensé, ton point de vue? Ouais. Je reviens tout de suite, puisque la CEDEAO, c'est un groupement ouest-africain créé le 28 mai 75. Cette structure était destinée à coordonner les actions des pays ouest-africains. Ça s'est créé même à Lagos au Nigeria, mais on voit bien que ça a été financé par l'Europe. C'est l'Europe qui finance cette organisation-là. Pourquoi? Tout simplement pour mieux maîtriser les richesses qui se situent sur ce territoire-là. Donc ça peut pas marcher. Déjà l'avance, ça peut pas marcher. Il faut tout détruire, tout refaire. C'est pour ça que la culture est très importante, parce que c'est nos valeurs qui nous créent ce qu'on est. Et la CEDEAO doit être détruite et se refaire très rapidement. Mais ça demande du temps. Mais l'Afrique, on a du temps parce qu'on a la population la plus jeune au monde, et on peut vraiment accélérer ce temps-là très rapidement en revalorisant nos connaissances. C'est un point qui est à faire, parce que toutes les générations qui sont assez âgées aujourd'hui, on a vu ce qu'ils faisaient comme travail, c'est pas du bon. Donc il faut qu'une Afrique soit jeune, motivée, enseignée, et pour qu'elle crée quelque chose de valorisant pour ce continent demain. C'est pour ça que ça devient la nouvelle Afrique qu'on voudrait voir. Elle sera pas tout de suite. Nous, on voudrait qu'elle soit tout de suite, mais elle prendra encore un peu de temps, parce que nos jeunes doivent aussi se former là-dessus. Tu partages cet avis aussi, Shensout, de voir une nouvelle génération de jeunes au pouvoir qui balayent cette ancienne génération qui a été, on va dire, des faire-valoir des pays impérialistes? Qu'est-ce que tu en penses? On est panafricaniste, donc on souscrit tout à fait à ce que vient de dire Aton. Je voudrais juste préciser, comme il vient de l'indiquer, il y a une sorte de représentativité donc de l'Europe au travers donc de la CEDEAO. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas effectivement se cacher derrière son petit doigt en disant que effectivement la CEDEAO. Alors bon, après, on a à chercher et à vérifier ce que l'on avance là maintenant, mais pour moi et pour notre plateforme Goûter panafricain, il ne fait pas de doute que la CEDEAO, d'après la première question que tu m'as posée tout à l'heure, réagit donc de manière tellement impulsive que nécessairement la France ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un coup d'État donc dans ce pays-là. C'était vraiment le dernier pays auquel effectivement il aurait imaginé que de telles choses puissent arriver. Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire que lorsque Aton précise que la CEDEAO est une création, il y a, si on met ça en parallèle avec les grandes instances internationales comme l'OMC ou bien l'ONU, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure, la France parle au nom donc d'un certain nombre d'États africains, elle est minorée. Comme je viens de le dire, la CEDEAO, comme l'a dit Aton, n'est qu'une instance représentative, une pâle on va dire qu'elle n'a pas toute la force et la puissance par rapport à d'autres instances européennes et américaines qui regroupent en son sein divers pays, des pays plus ou moins émergents, mais des pays qui comptent et qui vont œuvrer justement au développement de l'économie mondiale. Alors, pourquoi est-ce que la CEDEAO est une pâle copie? Elle est une pâle copie parce que derrière, il y a la France. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, la France parle en lieu et place des pays du continent auprès des grandes instances que sont l'ONU, etc. Et lorsque, éventuellement, les pays du continent veulent avoir du crédit, ils le font auprès des créanciers publics. Donc, ok, merci beaucoup, Shensout. Je vais vous poser la dernière question. Après toutes les sanctions drastiques prises à son encontre, en fait, le général Tiani, il a fait un discours très récemment. D'ailleurs, on va le mettre des passages sur notre podcast. Ces sanctions visent notamment à nous priver des ressources financières indispensables au fonctionnement de nos institutions, à entraver notre vie quotidienne et à étouffer notre économie et le petit commerce. Où il disait que le Niger vivait des moments difficiles, notamment coupure d'électricité,
sanctions au niveau financier, etc. Comment va-t-il, pour vous, comment le Niger va s'en sortir et quelles seront les solutions pour son avenir? Est-ce que peut-être qu'il faudrait lui venir en aide? Est-ce que vous voyez des solutions? Comment vous voyez la suite pour le Niger? Les solutions, elles sont dans ses mains. Regardons où est la carte du Niger et regardons concrètement ce qu'il y a là. Regardons où est placé le Niger et on va mieux voir entre le Mali et le Tchad. Au sud, on a le Nigeria et au nord, on a la Libye et l'Algérie. On voit bien que dans ces zones sahélo-sahéliennes, c'est là où sont placées les plus grandes richesses aujourd'hui des mines d'uranium. Sur ce terrain-là, il y a des bases militaires qui sont de la France parce que la France alimente l'Europe et les États-Unis qui sont pas des petits joueurs, qui ont aussi de grosses bases militaires ici. Donc ce que je dis en disant c'est pas l'émotion est quelque chose de sympa, mais ensuite il faut vraiment reprendre le contrôle de nos émotions et se dire qu'aujourd'hui il faut avoir une vision à long terme. Les minerais qu'on a en Afrique sur la terre de Kama doivent rester pour les gens qui sont sur la terre de Kama et pas pour des gens qui vivent à l'extérieur. Et ça, pour ça, faut des dirigeants assez ouverts d'esprit qui pensent vraiment continuité territoriale et pas ses poches à soi personnelles. Je rappelle que dessus, sur ces bases militaires, ça va être très difficile de faire partir les Américains. C'est pour ça qu'hier ou avant-hier, ils ont dépêché rapidement une délégation américaine qui va être au Niger pour justement conserver leurs intérêts. Et je rappelle aussi une dernière chose, c'est qu'au Niger, malheureusement, aujourd'hui, comme on parle d'uranium, si c'est une chose qu'on peut parler, c'est des déchets radioactifs. Ces déchets radioactifs vont contaminer beaucoup de personnes pendant très longtemps sur cette zone-là sahélo-sahélienne. Donc, ça veut dire qu'une certaine partie du pays sera inhabitable quasiment, parce que ces déchets radioactifs, pour chauffer l'Occident, ont pollué quasiment les terres d'Afrique. Okay. Donc, les solutions, ça serait quoi là? La solution, c'est repenser quasiment notre manière de gouverner, notre manière de nous penser à nous avant tout. Je pense que tant qu'on pensera pas nous d'abord, peuple d'abord et les autres après, on ira toujours dans le ridicule du monde. Et il faut vraiment qu'on repense nos valeurs intrinsèques africaines, c'est-à-dire que penser à soi d'abord et après les autres. Parce que tous les trésors sont chez nous et le Niger a de quoi s'en sortir. Il a tout ce qu'il faut dans sa manche pour s'en sortir. Mais bien sûr, les autres ne le laisseront jamais faire. Et pour ça, il faudrait toujours s'armer et être prêt à se battre. Moi, je pensais, alors juste avant de passer la parole à Shensu, moi je pensais, parce que là, quand j'écoutais le général Tiani, j'ai pas senti un appel à l'aide, mais j'ai senti quand même quelqu'un qui vivait un moment de détresse. Et je me disais, nous, qui sommes de la diaspora, qui vivons en France, panafricanistes, est-ce que nous, on a des solutions pour venir en aide au Niger? Peut-être faire une cagnotte, j'en sais rien, ou peut-être alors je sais pas, la cagnotte, amener des fonds. Mais voilà, s'il y a un appel à l'aide, peut-être construire quelque chose pour venir en aide à un pays frère, tout simplement, sans passer par les grandes instances. Est-ce qu'on peut s'organiser? Alors, juste intervenir, juste pour répondre à la question que vient de poser Thomas, et puis l'observation qui va avec, c'est que si effectivement on est sur ce qu'on appellerait la main tendue, c'est-à-dire que et puis la solidarité au niveau donc de la diaspora, comme tu l'as suggéré, c'est peut-être à court terme. Ce qui est important aujourd'hui, il faut savoir que les banques ont commencé comme ça. C'est un problème ça a été nécessairement sur la solidarité et beaucoup d'institutions, des mutuelles en France sont basées sur de la solidarité. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée. Ça mériterait effectivement que ça soit mieux organisé. Parce que jusqu'à maintenant, et on le voit bien, que ça soit les chefs d'État, donc des pays du continent, ou bien les chefs militaires qui actuellement font face à des décisions donc de la part de la CEDEAO et puis de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est que ils veulent bien effectivement contracter du crédit. Ils le contractent auprès de qui? Ils le contractent auprès effectivement des créanciers publics, Club de Paris, FMI, la Banque mondiale, ou bien auprès donc des créanciers privés, qui sont les grandes banques privées. Et il y a donc une grande instance qui est justement qui n'est plus alors je retrouve juste le titre, c'est l'Institute of International Finance, qui est la nouvelle appellation donc du Club de Londres, qui a été créé en 1983. Okay, et tu vas en venir où en fait? Et on trouve de grandes banques internationales, notamment BNP Paribas, la Société Générale, donc pour ne pas les citer. Okay. Et donc tu vas en venir où à Shensu, toi? Alors, ce que je suis en train de mettre en avant, c'est que effectivement,
tout à l'heure, Aton a précisé que effectivement, c'est peut-être le fait de manquer de cervelle et de raison, et que sur l'impulsivité, on se laisse aller à faire du n'importe quoi, à laisser donc le continent ouvert à tout vent. Il faut dire que la domination de l'Afrique date bien avant le Moyen-Âge, à partir du Moyen-Âge, même sous l'Antiquité, comme il parle beaucoup de Kama donc et de l'Égypte, hein, déjà effectivement la chute de l'Égypte était déjà la fin de la puissance économique, militaire, culturelle d'une partie du territoire continent du territoire qu'il appelle Kama, mais qu'on appelle Afrique aujourd'hui. Excuse-moi. Alors, laisse-moi juste continuer. Oui. Juste, ouais, parce que sinon on s'écarte et en fait, il faut à chaque fois rester sur les questions, s'il vous plaît. Après toutes les sanctions drastiques prises en compte face au Niger, pour vous, c'est quoi la solution? C'est ça la question en fait, c'est pour s'en sortir. Alors, la solution qui est proposée aujourd'hui, elle vient essentiellement de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut savoir une chose, c'est que la note du Niger donc auprès donc des instances de cotation, puisque pour pouvoir emprunter sur les places financières, il faut être bien coté. Le Niger avait une note moyenne, aujourd'hui elle est complètement dégradée. Ça veut dire que les obligations souveraines donc contractées au nom d'un État auprès donc des instances privées, pas uniquement les instances publiques, mais les instances privées, donc les places financières auprès des banques, est complètement remise en question. Donc ça veut dire que l'avenir donc justement de ce pays-là se retrouve complètement détérioré. Ça veut dire que chaque Nigérien, chaque citoyen de ce pays va se retrouver avec une dette déjà remboursée, mais pour l'avenir donc des générations futures, il n'y a même pas d'ouverture puisqu'il n'y a pas de possibilité de créer des infrastructures, de développer des technologies d'avant-garde, de soutenir des administrations régaliennes, les hôpitaux, la police, l'armée, etc. Donc, ça veut dire que tout le développement du Niger est complètement, c'est une sorte, je vais prendre un mot qui est violent, on connaît les assassinats politiques, mais vous êtes en train d'assister à ce qu'on appelle les assassinats économiques. Ok, moi je suis pas d'accord avec ça. C'est pas dans la pitié des Occidentaux qu'on a eu historiquement des choses, et ce sera jamais chez eux qu'on aura quelque chose. L'autodétermination des peuples, il se passe d'abord dans la tête avant de se passer directement dans les faits. Et ensuite, les Occidentaux sont pas la pluie et le beau temps. C'est pas parce que le FMI dit A, tout le monde doit répondre A. Il y a des pays qui s'en sortent sans ça. Et je rappelle qu'aujourd'hui, la valorisation de l'or en termes de production, ça se passe justement au Niger. Donc voilà, rien qu'avec on va dire, c'est 250 000 tonnes d'or le Niger pour l'année dernière, pour juste se rendre une idée de ce que c'est. Donc avec ça, vous achetez quasiment 50 hôpitaux flambant neufs. Donc je suis pas d'accord avec le truc où on achète des fonds, etc. Mais je suis d'accord avec le vol qui est spolié et qui est mis en place actuellement sur ces pays du tiers-monde. Malheureusement, on s'en sortira pas avec des pensées occidentales. Il faudrait revenir à des pensées africaines pour s'en sortir. C'est là où est le secret, c'est-à-dire que c'est en Afrique qu'on peut s'en sortir entre Africains et pas du tout en expérimentant des choses de l'extérieur, même si l'extérieur est nécessaire. Mais on a tout pour vivre directement. Mais si on reste dans les faits pour le Niger, pour toi, ça serait quoi sa solution concrète là, demain ou dans les prochains jours à venir, si on reste concrètement? Concrètement, c'est revaloriser leurs actifs, les revaloriser à la hausse par rapport à leur exportation, donc remettre en action un système économique à l'intérieur du Niger qui puisse fonctionner, qui puisse déjà nourrir les Nigériens. Je vous rappelle que le Niger, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Donc c'est vraiment, on parle d'un pays vraiment très très appauvri. Un Français, c'est 70 Nigériens, grossièrement, on peut le dire comme ça. Et donc pour ça, faut faire appel à des économistes clairvoyants qui ont une vision économique pour le pays et une vision sociale et mentale pour le pays. C'est-à-dire que l'éducation doit passer, l'économie doit y passer, et surtout une valeur panafricaine doit passer à l'intérieur, parce que c'est des régions qui pourront s'en sortir qu'en groupe. Donc une zone économique telle que le Mali, le Niger, pour l'instant la Guinée, serait une solution viable sur le court terme. Je rappelle qu'il faut être au moins 2 pour faire une communauté, donc c'est lancé, ils peuvent le faire. Et moi je suis un optimiste consacré pour l'Afrique, et je dis qu'ils peuvent faire ce coup de poker, sans pour cela vendre leur âme à l'extérieur, comme les Noirs aiment le faire. Il faut rester centré sur Kama pour que les choses puissent se développer, parce qu'il y a tout chez nous. On n'a pas besoin des étrangers pour venir nous appauvrir comme c'est le cas actuellement dans le Sahel. Merci à vous en tout cas. Merci à vous d'avoir regardé encore ce podcast Goûter panafricain. Laissez vos avis sur le débat.
J'aimerais bien savoir vos solutions pour le Niger suite à l'intervention du général Tiani. Qu'est-ce que vous pensez qui serait viable pour aider ce pays à s'en sortir? Alors, je voudrais juste préciser par rapport à ce que je viens donc d'entendre. Moi, c'est très bien. Hein, moi aussi, je suis tout à fait partante pour cette vision merveilleuse. Sauf qu'il y a des outils qui sont en fabrication et qui sont à créer par les Africains. Et ça, c'est vraiment fort. On ne peut pas faire s'isoler donc au niveau international. Les BRICS en sont l'exemple, puisque aujourd'hui on en parle. Donc, c'est vers ça aussi que l'on doit aller. Exactement. Comme tu l'as dit, les BRICS, ils se sont formés, c'est quelques pays, et ça y est, ils commencent à avoir plus de poids. Et je pense que les pays africains devraient, comme tu as dit, s'en inspirer. Il suffit, comme a dit Aton, de 2, 3, 4 pays avec la même idéologie. Ils ont les ressources, ils ont l'armée. Maintenant, on commence à le voir. Il n'y a plus qu'à. Donc ça pourrait être un axe de solution. Ça va prendre du temps, mais je pense que ça va être là. Je pense pas, comme a dit Aton, que ça va venir de l'extérieur. Je pense que ça va venir de l'intérieur, cette solution. Il faut que les Africains, au bout d'un moment, s'unissent et avancent les mains dans les mains. Voilà, ça sera le dernier mot du podcast. Merci à vous. Donc, laissez vos commentaires, laissez vos avis. Et on se retrouve très bientôt pour débattre sur d'autres contenus concernant le panafricanisme et l'Afrique avec sa diaspora. Merci à vous et à très vite. Merci beaucoup. À très vite.